secondes sur la possession, il va trouver. Il va tout arracher, il va tout arracher. Oh, le classique putback. On se retrouve dans notre diner favori Erwan, on a trouvé nos marques et on va parler des Dallas Mavericks qui ont bougé lors de cette trade deadline, c'était à 24 heures. En plus hier soir on a pu assister au match entre les Knicks et les Mavs. Avant de rentrer dans les détails etc, est-ce que tu as été surpris des moves de la franchise, toujours la franchise de Mark Cuban? Non, j'ai pas été surpris, j'ai presque été soulagé un petit peu. On sait que construire autour de Luka, c'est jamais simple. C'est des débats qu'on a depuis pas mal de temps, de savoir comment entourer ce phénomène qui un jour doit arriver à minima à une finale NBA. Je dis bien à minima. Donc, mais on sait que Luka, c'est un joueur particulier qui a énormément la balle, que quand il l'a pas, il est quasiment inexistant sur un terrain. Mais en même temps, quand il l'a, il fait des choses extraordinaires. On l'a encore vu hier soir. Donc c'est vrai que construire autour de Luka, c'est un peu le paradoxe du joueur, c'est pas si simple. Kyrie est arrivé l'année dernière, ça marche pas, il y a des blessures, bref. C'est plutôt positif pour C'est plutôt positif, cette saison, plutôt positif pour le moment. Maintenant, on sait qu'à Dallas, depuis, j'ai presque envie, je vais aller loin, depuis le titre avec Tyson Chandler, ils n'ont pas de pivot. Et ils le cherchent. Hein. Et ils le cherchent. Ah oui, oui, oui. Eh ben, j'ai l'impression qu'hier soir, ils ont réussi quand même à avancer là-dessus avec des moves plutôt intéressants. Il y a eu des moves intéressants, le disait Erwan. D'abord, on va aller d'un point de vue factuel. Les Mavs sont 8e de la conférence Ouest. Ils ont un bilan de 29 victoires pour 23 défaites. Ils sont à 3 victoires consécutives, donc c'est plutôt une phase intéressante pour eux, sachant que, vous vous souvenez au début, hein, ils étaient exceptionnels. On promettait monts et merveilles, un titre de MVP à Luka. Ils ont un peu freiné à cause des blessures entre-temps. Je disais qu'ils ont bougé. Donc voici les deux trades qu'ils ont fait. On va bouger. Je crois il a fait ça, Mark Cuban hier. Il adore Promegaou. Donc c'est Marie Carré, par contre, hein. Promegaou, n'importe quoi, Magic System. Tout à fait. Ouais. Alors le premier truc qui est tombé lors de la trade deadline, c'est Daniel Gafford qui va rejoindre donc les Dallas Mavericks. Le trade, c'est le suivant. Richard Holmes, qui était pas trop dans la rotation, des choix de draft contre Daniel Gafford. Je vous donne directement les stats de Daniel Gafford. Cette saison, il a 25 ans, ce bon vieux Daniel qui était au Washington Wizards. Il tourne à 10,9 points, 8 rebonds en 45 matchs titulaires pour lui. Je fais le deuxième trade parce que les deux sont liés, Erwan, hein, on va pas se mentir. Le deuxième trade, c'était pour aller chercher PJ Washington, qui était sur les tablettes de beaucoup d'équipes, contre un premier tour de draft, Grant Williams et Steph Curry. Ça, on va y revenir, Grant Williams, contre donc PJ Washington, et deux second tours de draft. Bon, le constat clair, ils vont chercher un pivot, ils vont chercher un poste 4 athlétique et polyvalent, et ils se débarrassent aussi de Grant Williams. C'est une espèce d'enchaînement de choses, très clairement, moi je te le dis, m'ont surpris. Hein. Alors, t'ont surpris dans le bon sens du terme? J'ai été très surpris qu'il lâche Grant Williams après arriver cet été. Moi aussi. Hier soir, il y a eu un podcast et Tim McMahon a détruit un petit peu Grant Williams en disant qu'il avait un petit peu fourvoyé, voire volé un petit peu les Mavs. Je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé. Au point du truc ridicule des chaussures là. C'est que là, il avait changé ses chaussures parce qu'il jouait avec les chaussures de Luka Jordan. S'il a changé pour mettre celles de Jason Tatum. J'ai l'impression que ça s'est très mal passé avec Grant Williams et les Mavs et que finalement ils étaient déterminés, c'était vraiment une des priorités pour eux de le dégager sur cette trade deadline. Drôle d'expérience en tout cas. De Boston à Charlotte, bon courage gros. Drôle d'expérience. Ce que j'aime bien moi c'est Daniel Gafford, d'abord, parce que je trouve qu'il est très complémentaire de Dereck Lively, qui est le pivot titulaire rookie, qui est blessé en ce moment, mais je trouve que c'est très complémentaire d'un pivot. Dereck Lively, grand filiforme du cercle à cercle, pivot un petit peu moderne dans protecteur de cercle. Et puis Daniel Gafford qui amène des choses un petit peu différentes. Ah bon? Aussi il est athlétique, je pense qu'il a un peu plus de post-up game. Je pense qu'on peut mettre un petit peu plus la balle intérieure avec Daniel Gafford. Je trouve que les deux sont assez complémentaires. Oui, c'est pas Jokic et Rudy Gobert, certes, mais je trouve que les deux sont assez complémentaires. Et puis surtout, ça fait une continuité. C'est-à-dire que quand Lively sort, tu arrêtes d'envoyer Maxi Kleber sur un poste de pivot. Ou Dwight Powell, ouais, mais qu'on l'a vu encore hier soir, c'est compliqué, Dwight Powell, on l'a déjà dit, on connaît les limites du personnage. On pourrait l'espérer en tout cas. On va pas lui jeter la pierre. Là, pour moi, tu gagnes une vraie profondeur avec deux vrais postes 5 qui vont pouvoir se partager des minutes. Et puis avec PJ Washington, tu as aussi un grand pour la bataille au rebond. C'est intéressant parce qu'on sait que c'est que la 25e équipe au rebond NBA. Et on sait que dans les grands combats de playoff, la bataille du rebond est importante. Et puis tu as un mec
qui peut mettre dedans. On sait qu'avec Luka Doncic, il y a des grands tirs ouverts. Hier soir, on l'a vu encore plus que jamais. Il décante tellement de choses qu'il faut des mecs capables de mettre dedans. Et je pense que PJ Washington est un meilleur shooter que Grant Williams. Alors peut-être pas dans les pourcentages. Dans les pourcentages, il ne l'est clairement pas. Ça, il n'y a pas de doute, puisque Grant Williams... J'attends de voir PJ Washington jouer avec Dallas, ça, plutôt qu'avec les Hornets. Ça, c'est vrai, tu as raison sur le principe. Intrinsèquement, je pense que PJ Washington est un meilleur shooter, plus fiable que... Ok. Bon, très bien si tu veux. Alors déjà, pour revenir sur Daniel Gafford, pour moi c'est exactement le même profil, juste il est en avance de par son expérience, de par son âge, etc. par rapport à Derek Lively, mais bon ça on l'apprend pas, il y a un rookie qui est en devenir et on espère que ce sera le pivot pendant 10 ans des Mavs. Il est bien parti pour. En tout cas il a les qualités pour intrinsèques. Ce qui est bien avec Gafford, c'est que c'est un joueur fiable, c'est un joueur, tu sais ce que tu en as, et si ça devient ton backup, bah, là où tu as raison, c'est que tu as un titulaire de NBA qui devient ton premier backup sur le poste. Bon, bah, c'est évidemment une progression évidente. D'ailleurs, Luka, hier, s'en est amusé en conférence de presse. Il a dit « ça fait 3 ans déjà que je cherchais un backup pivot autour de moi ». Bon, toujours avec le sourire. Il a aussi dit ce sont 2 très bons joueurs, on a ajouté de la taille à notre équipe, un pivot remplaçant donc, c'est ce que je voulais depuis 3 ans. Les 2 vont beaucoup nous aider, je pense que PJ peut shooter, contrer, défendre, Gafford est une super menace en lob, il peut contrer les tirs aussi, protéger la pâture, ils vont beaucoup nous aider je pense. C'est vrai qu'il y a un vrai upside sur la qualité des joueurs. PJ Washington pour le coup, je trouve que c'est un super coup, alors pour le coup c'est un super coup, c'est un très bon joueur, hyper polyvalent. Et il est capable d'envoyer, ça t'as raison, mais il est capable de faire autre chose. C'est le seul dans l'effectif à pouvoir faire autre chose. Grant Williams, c'est un défenseur catch and shooter. Il peut absolument rien faire d'autre. Je ne sais pas si lui, il espère devenir autre chose, mais ce qui est sûr, c'est que PJ Washington, en termes de polyvalence, peut prendre des pics. On l'a vu jouer 4, on l'a vu jouer 5 avec les Hornets. On l'a vu aussi être très frustré. Et pour la première fois, être dans un projet ambitieux avec des superstars et donc avec beaucoup d'espace, on peut imaginer que PJ Washington soit en fait éclos, entre guillemets, d'un point de vue des stats, par exemple, sa meilleure saison, c'est 15 points avec les Hornets l'année dernière. Je vais reprendre une expression que tu aimes bien quand il y a des trades, c'est dire l'équipe, elle progresse. Elle est meilleure qu'elle était le matin même. Et clairement, avec Dallas, on a cette impression-là. Tu as raison, PJ Washington, il ne faut pas le réduire à un mec qui pose des écrans, qui pop à 3 points. On l'a vu avec les Hornets, pouvoir être capable de faire d'autres choses. Tu as raison, jouer pivot aussi. Donc ça va donner à Jason Kidd des idées de peut-être de line-up un petit peu plus petit, un petit peu plus pour courir aussi. On sait que c'est une équipe qui ne court pas des masses. C'est un mec qui peut amener autre chose. Donc encore une fois, ça donne des armes à Jason Kidd un petit peu plus que ce basket parfois stéréotypé que les Mavs peuvent proposer autour de Doncic. L'info, en tout cas, c'est que Gafford vient en tant que remplaçant. Parce que moi, quand j'ai vu le trade, je me suis dit, franchement, il y a un gars qui est plus en avance que de l'autre. Moi, j'aurais aucun souci à imaginer Daniel Gafford rentrer dans la peau titulaire, etc. Mais en tout cas, il arrive pour être backup. Les Mavs, en tout cas, veulent en faire au tout début backup, même s'il va commencer titulaire, mais je pense rapidement. Il n'y a aucune raison qu'au vu de ce qu'a montré Derek Lively, qu'on lui dise, mon gros, on fait venir un mec, on te change. Je pense qu'on aime beaucoup Daniel Gafford, on le dit. Il n'est pas assez fort non plus pour qu'il arrive en disant, tonton, viens t'asseoir, viens prendre le métier derrière lui. Je vais plus à la talent, quoi. Voilà, exactement. Après, ils peuvent se tirer la bourre, on va voir aussi. Malgré tout, ça met une concurrence à Derek Lively, mais qu'on a besoin. On le rappelle, c'est un jeune pivot rookie. Et je pense que les deux vont se tirer la bourre, mais il n'y avait aucune raison qu'on change la hiérarchie comme ça d'un coup. Ça aurait plus mis le bordel. Et encore une fois, je vais aller sur le fait qu'ils aient pris des mecs coachables. PJ Washington, Daniel Gafford, j'ai l'impression que c'est des mecs plutôt coachables partout où il est passé. Daniel Gafford, il n'y a pas eu de problème aux Bulls, aux Wizards. PJ Washington, il a eu quelques petits problèmes. Comme tous les joueurs de Hornets. Voilà, comme tous les joueurs de Hornets extérieurs, dans sa vie privée, mais bon, sur le terrain, il a toujours plutôt fait le taf dans un bon comportement. Donc ça aussi, c'est important. Et Roland, on fait le jeu des facs. Vas-y. PJ Washington. Je crois que je ne l'ai pas. Aïe, 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 c'est vrai, grosse fac, ça joue en bleu. Bon, je te donne des vrais indices. Bleu, non, je ne l'ai pas. Kentucky. Kentucky. Et Daniel Gafford alors? Je crois que c'est Arkansas. Tout à fait. Il a fait sa high school et son collège à Arkansas. Bon, je me pose la question du 5 majeur. Puisqu'hier soir, donc on était au Garden, on avait beaucoup de chance avec les copains de Sport Ravel pour voir ce match entre les Mavs et les Knicks. Hein. Les Knicks ont joué à 7 et pourtant on a vu un super match. Ouais, c'est beaucoup de cœur. C'est rare de dire qu'il y a un écart entre deux équipes et pourtant le match était à peu près serré, le comeback à la fin. Bon, Luka Doncic est un joueur. Ça fait combien de fois qu'on l'a vu? Peut-être 6-7 fois entre la NBA et la Slovénie. Au moins 6 ou 7 fois. Moi, il me fera toujours le même effet. C'est clairement un génie du basket. Je ne sais pas s'il sera champion. Je ne sais pas s'il sera en NBA. Je ne sais pas si il arrêtera de gueuler sur les arbitres. J'en sais rien. Gros, c'est juste un mec, tu le mets sur le terrain. Gros, on est tous là à dire, ah ouais, frère, il n'y en a pas deux comme lui. Il n'a pas ce qu'il fait dans le dos là. J'ai toujours pas vu d'ailleurs celle-là. Hein. Bon, elle est tellement vite, j'ai rien compris. En plus, on est vraiment bien placé. Moi, j'étais un petit peu plus bas que toi. Elle est vraiment. Je te conseille en même temps. Mais moi, ce qui me choque avec Luka Doncic, quand on le va jouer comme ça encore plus en NBA, c'est comment il décide du scénario du match. Il accélère quand il veut, il s'échauffe.
comme un clampin. J'ai jamais vu un Il échauffement sent- aussi minable que ça, Ouais, je le dis, hein, vraiment. voilà. J'ai jamais vu ça de ma vie. Gros. Il fait des grandes chandelles, il shoot de l'entrée des vestiaires. Il court même pas, gros. Il en a rien à foutre. Et sur lui, il fait un début de match, il met son premier tir. Après, il est un peu en échec. Puis voilà. Puis dès qu'il a voulu dire, ben, bon, ok, vas-y, c'est la fin de la récré. Le public s'est un peu amusé. C'est lui qui a décidé quand est-ce que le match allait être plié. Et c'est ce qu'il a fait. Pour moi, il a cette faculté de décider du sort des matchs. Maintenant, on a envie de voir ça. Forcément, pour aller plus loin en playoff, mais oui, tu as raison, c'est un génie du basket. Il est trop fort, il s'amuse sur un terrain. Puis Le c'est- smile, puis les trucs avec Ouais, ses coéquipiers. c'est Gros, ça. enfin, il joue comme C'est un si nous, kiffeur. même nous, quand on joue entre nous, on n'est pas aussi relâchés. C'est ça que je trouve dingue. Non, c'est un vrai kiffeur. C'est un vrai kiffeur. Puis moi, ces passes laser pour tuer les moindres aides à chaque fois quand il joue un pick and roll et qu'un mec veut donner un petit peu trop d'aide, c'est la passe laser qu'il fait comme ça. À chaque fois, même à voir en live, c'est incroyable. Hier, il met 39 points, 11 passes D et 8 rebonds. Kyrie, lui, est à 16. Il était plutôt discret hier soir, bien sifflé par le Garden. On adore ça. Deux choses. La première, c'est que Spencer Dinwiddie a été coupé par les Raptors hier et qu'il était en courtside en train de parler à Mark Cuban. C'est un ancien de la maison des Mavs. On peut imaginer qu'il intéresse absolument tout le monde. Hein. On a parlé des Lakers. Enfin, il y a beaucoup d'équipes qui vont s'intéresser à Spencer Dinwiddie, surtout avec un contrat minimum. Est-ce que, d'après toi, c'est une bonne chose d'aller le chercher, ce mec-là, alors qu'il y a du monde sur les extérieurs? Il y a du monde sur les extérieurs. Tim Hardaway Jr. fait une super saison encore hier soir. Il est clairement en course pour être 6e homme de l'année. Après, il y a Hardy qui déçoit un petit peu. Il ne s'est pas vraiment dans installé, dans quoi. Dans ce Ouais. rôle-là. Et là, pour le coup, c'est peut-être là-dessus. Je pense que c'est sur Hardy qui est un petit peu décevant. Oui, vous m'avez dit de dire Hardy. Mais j'attendais que tu la fasses. C'est un petit peu décevant. Et c'est vrai que et pour moi, pour le coup, c'est deux profils similaires. Et je pense que les Mavs se sont donné des ambitions avec ces trades d'hier. Et pourquoi s'arrêter là? Il n'y a pas de raison. Donc, aller chercher Dinwiddie, prendre de l'expérience. Moins d'attente que quand il était titulaire avec le. Voilà, beaucoup moins d'attente. Un mec qui connaît la boutique. Moi, si je suis Dallas, quand je vois les futures batailles de playoffs qui vont arriver, et comment ils sont, et vu qu'ils sont que 8e en ce moment, je pense que ce serait une bonne idée de faire Spencer Dinwiddie. On finit avec deux petites infos. D'abord le calendrier pour cette équipe. Dallas va jouer contre Oklahoma, Washington, les Spurs. Phoenix aussi, ça c'est 4 futurs matchs à domicile pour cette équipe C'est bon test, hein. des Mavs. Ouais, il y a pas mal d'équipes intéressantes, de matchs intéressants. Et enfin, je voulais savoir ce que tu imaginais pour le 5 majeur. On vous met tout de suite le roster actualisé des Dallas Mavericks. Alors on a mis Josh Green dans le 5 et puis Jay Washington donc qui intègre le 5 majeur aussi. T'en dis quoi toi? Ouais, donc Kyrie, Lucas sur les lignes derrière évidemment. Derek Lively, on l'a dit, il n'y a pas de raison qu'il bouge. PJ Washington qui devrait starter sur un poste 4. Donc c'est vrai que la vraie interrogation elle est sur le poste 3. J'aime bien Derek Jones Jr. moi. Parce que mine de rien, quand tu as Kyrie et Lucas, j'aime bien avoir un poste 3 comme ça qui est capable de défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Et ce qui est bien avec Jones Jr., c'est qu'il peut défendre sur le 1, 2, 3, 4 pour moi. Alors je suis peut-être un petit peu optimiste avec lui. Et puis surtout, il a cette agressivité au rebond. Pour une équipe qui est actuellement 25e, ça va peut-être aller mieux avec les trades. Mais voilà, j'aime bien commencer avec Derrick Jones Jr. pour des raisons défensives et des raisons de rebond. Et puis il est capable de mettre dedans lui aussi, moins que les autres. Mais voilà, je partirais bien avec Derrick Jones Jr. Eh ben, en tout cas, nous, on suivra avec attention ce que va faire coach Jason Kidd, hein, hier, qui revenait aussi au Madison Square Garden. Bon, il n'a pas été particulièrement applaudi sur sa Non, mais présentation. il avait fini, il y avait eu un petit tour de playoff et tout. C'est pas là où il a marqué le plus. Mais c'est un ancien quand même. Oui, Attends, c'est une des dernières jutes de playoff. Tout à fait. Attends, faut les chérir, hein, Erwan, tes jutes de playoff, elles sont pas nombreuses sur les 20 dernières années pour les supporters des Knicks. Bon, on suivra ça avec attention et puis la semaine prochaine, on pourra en discuter quand ils seront tous au complet et quand PJ Washington, notamment, et Daniel Gafford auront effectué leur première minute avec le maillot des Mavs.